Bonjour à tous et bienvenue à cette conférence consacrée au digital, au numérique. Le numérique, une opportunité pour améliorer et renforcer sa proposition de valeur. Et oui, la valeur, c'est important quand on parle d'éducation. D'ailleurs, c'est important pour tous les secteurs d'activité. Cette conférence concernant cette proposition de valeur que favorise évidemment le digital, car les écoles comme les universités avaient conscience d'offrir une brique digitale et numérique bien avant la pandémie. Heureusement, elles le diront, mais elles ne savaient pas que l'accélération serait aussi brutale sur ces 12 derniers mois et bousculerait du coup la chaîne de valeur qu'on propose, cette chaîne de valeur éducative, et elle est bousculée durablement. On s'en doute, on voit bien, on ne fera plus comme avant. On parle souvent du jour d'après, même si beaucoup de gens disent que c'est pas vrai, mais il y a un jour d'après avec le numérique. Alors, comment les établissements se positionnent dans ce nouvel écosystème éducatif qui place au cœur de la machine le numérique, cette brique tech qui est désormais partout? Comment créer plus de valeur? Comment renforcer l'expérience étudiante? Quels investissements cela exige? Cette conférence est en partenariat avec Microsoft, très engagée, vous le savez, sur le terrain de l'éducation et notamment dans le supérieur. Merci à eux et notamment à Stéphanie Piette, responsable enseignement supérieur chez Microsoft France. Bienvenue. Tawhid Chtiwi, qu'on connaît, Tawhid, qui a eu des responsabilités, qui est devenu entrepreneur de l'éducation avec le fondateur, vous êtes fondateur d'Ivancity, qui est une école avec un nouveau modèle autour de l'intelligence artificielle. C'est pas que ça, mais vous nous en direz plus et vous apporterez votre expérience. Miguel Mambrano, directeur du numérique et CEO, Chief CDIO, Chief Digital and Information Officer. All right, à l'université de Paris-Dauphine, qui m'est très cher, comme à Tawhid d'ailleurs, si j'ai bonne mémoire. Alexandre Fournier, vice-président de l'université de Bourgogne, délégué au campus numérique. Me suis-je trompé ou suis-je dans la vérité? C'est bien ça. Alors Stéphanie, on va commencer avec vous, parce que quand on a préparé cette conférence, c'était pas mal de rappeler, avec votre regard, comment dirais-je, d'acteur du numérique, vous considérez-vous qu'il y a 5 points clés quand on parle de révolution numérique dans le supérieur. Et ces points clés, c'est pas mal parce que ça peut lancer notre débat. Très bien. En effet, il y a 5 technologies que l'on considère en tant que nous, société du numérique, que l'on considère comme clés pour la transformation de l'industrie et aussi pour la transformation de l'éducation. Ces 5 technologies, premièrement, c'est l'intelligence artificielle. On va en parler juste après avec l'équipe de Paris-Dauphine et l'équipe d'Ivancity. L'intelligence artificielle, ça permet d'individualiser les parcours, ça permet d'identifier plus rapidement des potentiels décrocheurs et donc pour un enseignant qui a un gros groupe d'étudiants de pouvoir agir rapidement et plus facilement. Mais ça permet aussi d'apporter des services supplémentaires aux étudiants. Donc ça, c'est une première technologie qui, pour nous, va prendre une place de plus en plus importante et vraiment clé pour l'éducation. La deuxième, c'est l'IoT. L'IoT, on la voit déjà aujourd'hui dans les établissements d'enseignement supérieur, tout simplement pour gérer les flux d'étudiants, pour éviter que 3 amphithéâtres se croisent au même moment et créent des problèmes de sécurité, ou aussi pour faire optimiser la gestion énergétique d'un bâtiment. La troisième, c'est la réalité mixte. Alors, Alexandre Fournier va en parler juste après. La réalité mixte, c'est quoi? Ce sont les casques, comme les casques HoloLens, qui permettent d'être dans un environnement réel. On voit le réel, mais on y intègre aussi du virtuel. Et c'est une technologie qui prend de plus en plus de place dans l'enseignement supérieur, qui est un vrai outil, une vraie valeur ajoutée. Je pense également au Conservatoire national des arts et métiers, qui est en train de travailler sur un très gros projet sur l'apprentissage des gestes professionnels grâce à la réalité mixte. La quatrième, c'est la blockchain, que l'on connaît tous déjà et qui aujourd'hui permet de certifier des diplômes sur la blockchain. Et la cinquième, c'est le quantum computing. Le quantum computing, c'est un peu plus récent, c'est extrêmement puissant. Il y a 2 semaines, je lisais un article d'une université américaine qui, dans le cadre de l'enseignement en médecine avec des enseignants-chercheurs, travaillait sur le cerveau et sur des problématiques du cerveau. Et grâce à cette technologie extrêmement puissante, ils arrivaient à des résultats extrêmement positifs sur une courte période. Voilà, donc en fait, il y a 5 briques technologiques. Et par contre, au-dessus de ça, il y a un 6e élément qui est les compétences numériques. On en parlera demain, c'est l'objet de la conférence de demain, mais les compétences numériques, c'est clé pour les étudiants et c'est clé aussi pour l'établissement lui-même, pour être en mesure de mettre en place ces technologies, mais aussi pour que les métiers, les équipes pédagogiques, les équipes marketing, imaginent de nouvelles opportunités, de nouvelles propositions de valeur et apportent de nouvelles valeurs à l'établissement.
Voilà. Non, mais c'est un très très beau panorama. Messieurs, qu'est-ce que vous pensez IA, IoT, réalité mixte, blockchain, quantum computing? Alors, je connais mal encore cette dimension. Tawhid, est-ce que vous vous retrouvez dans tout ce qui a été dit ou il y a encore plus et un champ à découvrir? Moi, je suis partisan de l'approche non déterministe, c'est-à-dire je ne crois pas que la technologie détermine la création de valeur ou la proposition de valeur. C'est-à-dire si on n'a pas une véritable stratégie derrière, avec un positionnement qui doit être clair, qu'est-ce qu'on veut être? C'est au service de l'étudiant? Est-ce que c'est subi? Est-ce que c'est finalement pour baisser les coûts? On peut avoir plusieurs stratégies. Et si la stratégie n'est pas définie en amont et que le numérique ne vient pas appuyer cette stratégie-là et il n'aide pas en tout cas à pouvoir y arriver, on peut se retrouver dans des situations qui sont un peu plus complexes. Ce qu'on a vu aujourd'hui pour un certain nombre d'institutions qui ont subi le numérique parce qu'il fallait très très vite être dans une configuration distancielle, on voit bien qu'il y a eu discrimination entre les étudiants qui sont autonomes et ceux qui ne le sont pas. Il y a eu beaucoup plus de décrochage que d'habitude parce qu'on a pris la pédagogie du présentiel et on a tout simplement mis des caméras et on a remplacé ça avec du distanciel. Ça ne marche pas. C'est une pédagogie différente. Il faut qu'elle soit au service aussi d'une expérience apprenant différente. Il faut qu'il y ait et qu'on retrouve un minimum d'interactivité et un minimum d'expérience apprenant, y compris dans le distanciel. Donc, subir le numérique, c'est beaucoup plus complexe. Évidemment, aujourd'hui, le contexte est très particulier, d'où la nécessité de le penser bien en amont. On peut avoir une stratégie du numérique pour baisser les coûts. Pourquoi pas, hein. Certaines institutions disent ça coûte moins cher et finalement ça peut être intéressant pour le business model, pour le modèle économique de l'institution. On peut avoir le numérique évidemment pour interconnecter des campus parce qu'on est dans une globalisation, on a des campus un peu partout et pour rapprocher les étudiants, pour leur permettre d'avoir des spécialisations, des expériences un peu plus globales. Et puis on peut avoir le numérique au service de l'expérience apprenante. Donc ce qu'on a dit l'expérience apprenante, c'est vraiment ce qu'on veut, là où on veut se positionner. Donc, comment le numérique peut contribuer à ça? Comment, effectivement, on peut avoir une expérience apprenante de bout en bout, de l'accueil-orientation à l'organisation, à la pédagogie, à l'utilisation de l'IA pour pouvoir améliorer cette proposition de valeur. Je peux tout à fait revenir sur chacun de ces points-là avec des exemples. Oui, bien sûr, vous y reviendrez, Tawhid. Vous êtes là pour ça. Miguel, est-ce que vous avez dans votre panier toutes les technologies, les cases qu'a coché Stéphanie? On en a une grande partie en tout cas, mais je suis d'accord bien entendu avec Tawhid aussi sur le fait que ce n'est pas la technologie qui bien entendu va induire la proposition de valeur si on n'en fait pas quelque chose. Mais ce que nous avons constaté par contre sur cette dernière année, c'est que nous avions néanmoins initié un certain nombre de technologies, que ce soit par exemple l'intelligence artificielle effectivement ou tous les équipements tout bêtement pour les cours à distance, etc. Mais il y avait d'énormes barrières, de freins psychologiques à l'usage aussi et à l'évolution en fait de ces usages et de ces transformations. Et en fait, cette année a été vraiment pour moi une année de suppression de toutes ces barrières psychologiques qui ont permis en fait à tout un chacun de se rendre compte que beaucoup de choses qu'ils ne pensaient pas possibles dans leur pratique quotidienne, dans leur pédagogie, dans leur enseignement quotidien, ou même pour le personnel administratif dans leur travail quotidien, eh bien, finalement, étaient tout à fait possibles. Et il y a effectivement eu deux phases, une phase de transposition de ce que l'on faisait avant, donc effectivement faire un cours faire un cours en présentiel, je le transforme et j'essaye de le faire exactement pareil en distanciel. Bon, ça marche plutôt pas forcément toujours très bien, hein, parce que il faut bien entendu, l'idéal c'est de modifier quand même les usages et transformer cette pédagogie. Donc c'est une phase de transposition et puis derrière en fait. Et ça, c'est ce qu'on commence à voir apparaître maintenant en accompagnant, en recueillant le retour d'expérience, bien entendu, aussi bien des enseignants que des étudiants, parce qu'au final, c'est bien entendu les étudiants qui doivent bénéficier de tout ça. On rentre dans une phase de transformation, en fait. Et on le voit bien. En fait, cette transformation, les enseignants commencent à la réclamer, les étudiants commencent à la réclamer aussi, parce qu'ils se sont bien rendus compte que on ne peut pas faire comme avant. Et vraiment, on est dans une sorte de monde hybride. Maintenant, et on est en train de rentrer dans ce monde hybride. Là, je parlais ce matin justement avec certains de mes collègues sur la nécessité, bien entendu, de faire participer nos étudiants internationaux qui ne peuvent pas se déplacer à l'ensemble de nos cours. Donc, on vient d'équiper presque 100 salles en commodal. On vient de finaliser ça. On avait démarré il y a quelques mois, mais ça s'est accéléré à toute vitesse parce que lundi prochain, toutes nos promotions vont rentrer. Et nous allons pouvoir offrir la possibilité à tous nos étudiants internationaux
internationaux qui n'ont pas pu venir sur place à Paris, eh bien d'assister au cours comme s'ils y étaient. Donc, vous êtes prêt en plus, si je ne m'abuse, vous êtes en plein travaux, hein. Donc j'ai envie de dire que c'est la révolution à Dauphine en ce moment, puisque sur le plan de l'immobilier, mais en plus il va falloir faire la brique techno en même temps. Voilà, il y a beaucoup de choses qui se passent, mais c'est justement un accélérateur, c'est un véritable accélérateur. Et c'est extrêmement bénéfique. Et comme vous savez, en plus, Paris Dauphine fait partie de PSL, hein, des établissements de prestige de l'Île-de-France. Donc, il y a un travail considérable au niveau de ces 10 établissements. Et donc, c'est vraiment un enjeu et une transformation de haut niveau. Alors, on reparlera peut-être de l'intelligence artificielle, parce que justement, ça a été un accélérateur sur un certain nombre de projets que nous avions, et on pourra en reparler. En tout cas, il a fallu changer les plans, hein, si j'ai bien compris. Certains plans de circulation. Alexandre, vice-président de l'Université de Bourgogne, combien d'étudiants déjà à l'Université de Bourgogne? Alors, je pense qu'on doit être à plus de 35 000. On était à 35 000 à la rentrée 2019. Donc là, à la rentrée 2020, on a dû dépasser les 35 000. Oui, ça veut dire qu'il y a un échantillon très, très représentatif quand on parle d'applications concrètes. Et alors, Stéphanie, elle nous a fait la checklist, hein, des technos. J'imagine qu'il y en a d'autres, mais et vous aussi, votre point de vue à la lueur de votre expérience. Alors, effectivement, c'est très bien de passer après Stéphanie, Tawhid et Miguel, parce que du coup, je vais reprendre certaines expressions qu'ils ont utilisées. Je retiens l'expérience apprenant dont a parlé Tawhid, et puis également le côté barrière psychologique qui a complètement sauté, effectivement. Je l'ai constaté depuis le mois de mars 2020. Alors pour moi, alors nous, on utilisait déjà certains des outils qu'on a mis en place le jour de la fermeture de l'université. C'est pour ça que l'université de Bourgogne a été remarquée particulièrement, parce que la bascule a été faite du jour au lendemain sans problème technique, du point de vue technique. Après, c'était plus le côté formation qu'il a fallu appuyer. Et donc, je me retrouve complètement de tout ce qu'ont dit mes collègues, puisqu'effectivement, on a beaucoup de barrières qui ont sauté. Et pour moi, sur la dissémination des outils, on a gagné facilement 2 ans. J'ai l'impression, quand je vous écoute, Alexandre, quand je vous écoute, c'est le VP numérique n'est plus le geek hurluberlu qui propose des solutions tous les matins, mais il a repris de la valeur dans l'organisation. Moi, je ne me suis jamais senti geek hurluberlu personnellement. J'ai toujours été très sérieux dans ma position de VP, puisque j'ai entamé mon 2e mandat le jour de la fermeture de l'université ou le lendemain. Donc oui, la bascule a été inédite. Mais non, il n'y a pas le côté geek peut-être, mais hurluberlu beaucoup moins, je pense. Donc, vous êtes universitaire quand même, il ne faut pas non plus… Oui, bien sûr. Si on n'avait pas prévu si on n'avait pas expérimenté certains outils en amont de la crise, je pense qu'on aurait beaucoup souffert au moment de la bascule. Donc, oui, non, je me retrouve complètement dans tout ce qui a été dit. Parallèlement, ça n'a pas empêché du tout le fait de développer certains projets, comme on va en parler au niveau RA et RV. Alors, il y a peut-être une petite période entre mars et juin 2020 où là, effectivement, l'équipe que je dirige a été pleinement mobilisée sur la bascule de l'hybridation et enfin le distanciel total. Par contre, dès le mois de juin, on a repris le travail sur les projets en cours et depuis, on n'a jamais cessé. Alors quand même, juillet, septembre, vous me disiez quand on préparait cette table ronde, c'est plusieurs dizaines, voire centaines de milliers d'investissements qui ont été consentis. Je rejoins Miguel, on est en train de… Parce que là, effectivement, les étudiants vont reprendre à hauteur de 20% de leurs enseignements, donc il faut préparer les salles. Alors nous, de notre côté, on a commencé à installer du matériel. On a une nouvelle enveloppe qui arrive, on va recommander, puisqu'on s'est aperçu qu'il y avait de nouveaux besoins matériels, notamment d'appui pour les enseignants, avec des matériels qui leur permettent des choses toutes simples, hein, mais un visualiseur, un bon micro, une bonne caméra, c'est bête, mais ça semble comme ça très simple, mais n'empêche qu'on a des besoins énormes. Donc, une nouvelle vague de commandes, l'équipement de salle, donc d'ici, je pense, quelques semaines, j'espère qu'on aura une bonne centaine de salles qui pourront être équipées. Alors, j'exagère peut-être un peu sur le nombre, mais en tout cas, l'objectif, c'est d'avoir un nombre conséquent de salles pour l'hybridation. Ça veut dire qu'on a gagné du temps quand même. Hein. Franchement, oui, sur la dissémination des outils numériques, mais également des outils
installés dans les salles. Oui, effectivement, on a gagné un temps fou. Et je vois sur la question de la plateforme collaborative. Donc, nous, à l'université, on utilise Moodle et Teams. Là, la bascule, ça a été incroyable. Vraiment, je ne pensais même pas que ce serait possible. Stéphanie, ça doit vous plaire, ça, d'entendre ça, cette accélération. Alors, en France, on est toujours un peu récalcitrant, on est toujours un peu comment dirais-je, on freine toujours un peu, on attend, on sait qu'il faut le faire. Et d'ailleurs, Alexandre nous disait, ils étaient prêts. En même temps, ils savaient, ils comprenaient les enjeux, ils avaient bien vu plus loin que le doigt et ils avaient bien vu l'horizon. Mais ça doit vous faire plaisir, vous, de voir que cette accélération, elle est d'une violence inouïe, en fait. Alors, on a été content de voir que des établissements étaient déjà prêts en amont, ce qui nous a permis de passer du temps et d'aider les établissements qui n'étaient pas prêts. Ce qui est plaisant, c'est en effet de voir que l'enseignement a pu continuer, que tout ne s'est pas arrêté du jour au lendemain. Mais c'est vrai qu'il y a pas mal d'établissements qui étaient déjà prêts en amont et dès le premier jour, et c'était super. Et les acteurs du numérique, au sens large, ont aidé au maximum les établissements d'enseignement supérieur pour l'enseignement hybride. Et ça a été, on est content du résultat, oui. Ah oui, Alexandre nous parlera de l'expérience qu'il a avec vous, puisque c'est Teams qui a été beaucoup déployé. Tawhid, alors, ça a été un peu la révolution, parce que vous avez lancé Ivancity, votre parcours dans l'enseignement supérieur démontre que vous avez un parcours classique, académique, et là, vous êtes, j'ai envie de dire, dans la chaîne de valeur de l'éducation, non pas en rupture, mais avec une nouvelle proposition de valeur. Est-ce que vous pouvez nous décrire un peu ce que vous avez conçu et imaginé ? Oui, absolument. En fait, pendant des années et des années, on était dans un modèle où on cherche le plus d'étudiants, plus d'étoiles CNRS, plus de programmes, plus de mètres carrés de campus, plus de salaire à la sortie, parce que c'est ça qui détermine la performance. On était dans un modèle de performance du plus, et tout d'un coup, le monde s'arrête. Et on se dit, OK, on fait tout ça, pourquoi? Et tout d'un coup, on change de paradigme et on dit, finalement, on va essayer de faire mieux, plutôt que plus. Et comment on peut faire peut-être plus petit, moins grand, moins vite, mais finalement mieux. Et c'est, je pense, le changement de paradigme le plus important qu'on est en train de vivre aujourd'hui et qui va conditionner sans doute l'enseignement supérieur de demain. Et c'est là où on se dit, OK, on arrête d'être dans des cadres, dans des cases, comment on peut être entre les lignes et entre les frontières classiques, comment on peut répondre à un besoin qui est celui de l'expérience apprenante, de la pédagogie, de la qualité de l'apprentissage, d'un contexte où les métiers évoluent à une vitesse assez incroyable et il faut qu'on soit adaptable, comment on peut offrir à l'apprenant la même expérience qu'il pourrait retrouver demain en entreprise ou qu'il a chez lui avec en termes de confort, de qualité, d'espace, d'interaction. Et c'est là où effectivement on essaie de sortir des modèles classiques et d'essayer d'inventer autre chose. Voilà, une école positionnée sur l'intelligence artificielle avec une approche hybride et puis surtout une approche de l'expérience apprenant où effectivement nous on aura 2000 heures d'enseignement en physique, c'est-à-dire contrairement à ce qui se passe, parce que tout le monde va vers le distanciel, on a décidé de mettre du présentiel beaucoup plus et le numérique vient en appui. C'est là où je voulais voir, vous lancez, Tawhid. C'est vrai que vous êtes un modèle, vous dites, moi, je fais du digital partout, mais j'augmente le nombre de cours et je les force même à venir face aux professeurs. C'est là où on voit toute la complexité du sujet. On voit bien que le digital, c'est la distance, mais vous supprimez les distances et vous faites du digital autre chose, c'est bien ça. Absolument, on fait autre chose. On a décidé de mettre du digital un peu partout. D'abord sur l'accueil et l'orientation, l'accueil sur notre nouveau campus qui est en plein réaménagement actuellement, qui sera sur Cachan. On a 4000 m². L'accueil sera par de l'intelligence artificielle, c'est Pepper, qui est le robot aujourd'hui le plus intelligent, entre guillemets, qui fera l'accueil des étudiants, qui va les orienter vers leur salle de cours, qui va accueillir le visiteur, informer la personne avec qui elle a rendez-vous, gérer les incidents. Il y a un café renversé dans tel espace, et Pepper on va le dire à Pepper, et c'est lui qui va informer le prestataire pour résoudre l'incident. Il va dire aux étudiants, voilà, il y a telle salle de libre, parce qu'il y a un système de détection dans les salles qui permet de savoir quelles sont les box et les salles qui sont libres, qui va dire c'est quoi le dernier métro ou RER qui va passer. Voilà, l'accueil, et c'est là où on apporte plus de valeur en termes d'expérience apprenant, dans la pédagogie, où le numérique vient augmenter le présentiel. Il ne vient pas le remplacer. Parce que le plus grand enjeu de la pédagogie de demain, c'est l'individualisation, dans une logique où on a de plus en plus d'étudiants, mais qui sont de plus en plus différents et qui ont des aspirations de plus en plus différentes. Donc, il faut leur apporter une individualisation, et c'est là où le numérique
apportent de la valeur ajoutée. On a signé avec LinkedIn Learning un partenariat qui nous permet d'accéder à l'ensemble des contenus de LinkedIn Learning, 18 000 contenus faits par des experts de très très haut niveau, mais avec une adaptation et la création de parcours individualisés qui permet à chaque étudiant, en fonction de son background d'origine, d'accéder à un parcours propre. On a mis en place des plateformes e-learning on a investi énormément pour aussi améliorer l'interaction de l'expérience apprenant et de la rendre beaucoup plus aussi personnalisée. On va avoir des robots Nao dans les salles de classe pour essayer aussi d'améliorer le travail collectif. Et puis, on a investi évidemment sur l'IA, parce qu'on sait que l'intelligence artificielle, demain, si on veut la réussir et réussir cette transition-là, il faut avoir beaucoup de données. Sans données, il n'y a pas d'intelligence artificielle. Et les données, voilà, il faut commencer à les collecter dès maintenant pour essayer de comprendre tout le parcours de l'apprenant et d'essayer de limiter les décrochages et d'améliorer, encore une fois, l'individualisation. On reviendra aussi sur les cuisines de tout cela, parce qu'évidemment, ça demande non seulement de la stratégie, vous l'avez dit, mais aussi un peu de techno. Et donc, vous nous expliquerez quand même, parce que ceux qui nous écoutent, eux, ils seront sensibles aux outils, aux tuyaux, éventuellement qu'il faut brancher, parce que tout cela, évidemment, c'est de la puissance de calcul, des datas, vous l'avez dit, et plein de sujets. Miguel, j'aimerais aussi que vous reveniez sur les exemples, parce que vous n'êtes pas en reste en matière d'exemples, et notamment l'enseignement traditionnel s'est accéléré, notamment grâce, on a vu avec vous le tuteur virtuel, le peer-to-peer learning et grading. Donc, expliquez-nous ces nouvelles technologies qui se sont initiées dans les parcours. Oui, alors ce qui est intéressant, justement de transition avant d'expliquer ça, c'est que je pense qu'une de nos responsabilités, c'est la capacité à anticiper, en fait. Pourquoi je dis ça? Je rebondis sur ce qu'avait dit Alexandre tout à l'heure. Son université a switché du jour au lendemain en distanciel, mais parce qu'ils ont déployé, comme nous l'avons fait aussi à Dauphine, des plateformes collaboratives, Teams en l'occurrence, depuis 2017, nous avons commencé ce déploiement. Pourquoi je dis ça? Parce que, pareil, pour tout ce qui est, on voit bien que maintenant l'hybridation des cours, la capacité à décrocher à détecter le décrochage scolaire encore plus important pour des étudiants qui sont à distance dans des promotions comme nos licences où il y a potentiellement 600 ou 800 étudiants pour une promotion. On ne peut pas faire de l'individualisation, bien entendu, du suivi sur des volumes comme ça. Or, à distance ou en mixte présentiel-distanciel, c'est encore plus difficile. Alors en 2018, on avait déjà commencé à imaginer tout ça en fait. On avait anticipé finalement, parce qu'on avait lancé des programmes à partir de nouvelles technologies et en collaboration bien entendu avec les enseignants, les ingénieurs pédagogiques et certains early adopters comme on dit, qui avaient une certaine vision et puis en voyant bien entendu ce qui se fait aussi par ailleurs dans le monde entier, eh bien on avait mis en place par exemple cette plateforme à partir d'un moteur de détection d'intelligence artificielle et un moteur de recommandation de pouvoir détecter à partir du moment où les étudiants passent leurs examens en ligne ou des QCM d'auto-évaluation, quels sont les points forts, les points faibles, et puis pouvoir leur recommander de manière automatique des ressources pédagogiques complémentaires pour les aider à mieux réviser, à mieux passer leurs examens, etc. Et on avait monté déjà des pilotes, on a gagné d'ailleurs plusieurs trophées sur ces sujets. On a fait de l'interaction, des amphis interactifs, on a fait effectivement des programmes de peer-to-peer, en peer-to-peer, donc aussi bien en apprentissage qu'en correction pour favoriser l'expérience pédagogique et surtout l'engagement des étudiants dans le cours pour qu'ils soient beaucoup plus actifs qu'ils ne l'étaient avant. Et tout ça, on l'avait initié sur le présentiel. Et on se rend compte, là encore une fois, grâce à cette crise, que finalement, à partir du moment où on est sur un mode de transformation et de l'enseignement qui va devenir un enseignement de toute façon hybride, mixte, puisque de toute façon, on voit bien qu'il y a de plus en plus de formations qui se font aussi à distance, capter les talents et pouvoir former des gens à l'international sans qu'ils aient besoin de se déplacer, parce que peut-être qu'ils ne le peuvent pas, mais néanmoins, c'est intéressant de les capter, de leur permettre de suivre des formations de Dauphine. Eh bien, c'est un véritable plus et on est en train de bâtir finalement un écosystème. Alors ça peut pas se faire du jour au lendemain. Donc heureusement, nous avions initié toutes ces choses-là, ce qui fait que maintenant que nous rentrons dans cette nouvelle phase, dans cette nouvelle ère, eh bien, nous
comme en capacité d'aller encore plus loin. Et donc, ce que nous avions démarré, par exemple, à Dauphine, depuis ces 2 dernières années, on est en train de le faire maintenant pour l'ensemble de PSL, avec des programmes qui vont sortir à partir du mois de septembre pour la prochaine rentrée. C'est d'ailleurs une bonne chose, hein, cette mobilisation collective. Hein, évidemment, on avance mieux groupé hein, dans ces cas-là. Bien sûr, c'est fondamental. Et donc, c'est là où on se rend compte que y a un vrai travail de fond, en fait. De toute façon, le monde de l'éducation, enfin, nous le savons tous, était déjà dans une période charnière depuis plusieurs années de transformation complète. Donc là, on a un véritable accélérateur à nouveau. Et bien entendu, si on a été en mesure d'anticiper, c'est encore mieux que si on n'a pas pu le faire. Alors, il n'est jamais trop tard. Bien sûr. Mais c'est très important. C'est très important d'anticiper, évidemment. Alexandre, en plus de cette évolution, de cette accélération, ça a permis de remettre à niveau. Quand on préparait, vous me disiez, par exemple, il a fallu remettre les tuyaux et les réseaux. C'est-à-dire que c'est pas simplement acheter et plugger des nouvelles technos, c'est bien remettre l'ensemble au niveau. Exactement. Les remontées de terrain sont très importantes. On parlait de dissémination des outils. Mais la dissémination, elle est positive seulement s'il y a un accompagnement fort des enseignants et des étudiants. Donc, effectivement, énormément de formations dédiées aux enseignants, selon les niveaux, bien sûr. Ça allait de la formation de 30, 45, 1 heure, 2 heures et demie, une demi-journée. Voilà, c'est très, très, très variable selon les besoins. C'est de l'appui quotidien, voilà, ça, c'est très important. Mais la remontée, c'est également sur les réseaux, tel ou tel UFR qui va nous dire, là, on a vraiment un souci réseau. Donc là, on investit également sur les réseaux pour les remettre, pour en tout cas se mettre à niveau pour permettre l'hybridation des enseignements. Ça, c'est essentiel. Et donc, non seulement il y a une accélération des usages, mais également des remontées de terrain qui sont quotidiennes et qui nous font, même si on avait déjà des indications sur les problèmes, là, on a été obligé d'accélérer du point de vue des finances et des investissements, clairement, mais également sur le travail des équipes qui étaient déjà très sollicitées. Il a fallu vraiment revoir notre plan réseau, notre plan hybridation, etc. Il y a plein de questions qui arrivent, on les posera tout à l'heure. Alexandre, quand on est à l'échelle avec 35 000 étudiants, Dauphine, je ne sais plus combien, c'est 15 15 000, ouais. C'est ça. Quand on est à l'échelle avec 35 000 étudiants, j'imagine que les cuisines, hein, si je puis me permettre l'expression, ou les coulisses deviennent massives. Stocker les serveurs, les tuyaux, la bande passante, le cloud qui doit être aussi adapté, j'imagine, à tous. Ça devient une gestion avec des compétences aussi spécifiques. C'est-à-dire que votre équipe et toute celle qui est derrière à gérer tout ça, c'est plus quelques personnes, c'est une équipe dédiée avec des vraies expertises. Oui, vraiment, il y a eu des. Alors, je pense dans nos équipes numériques, on avait déjà des compétences très élevées, mais la bascule Covid nous a vraiment fait monter largement en compétences sur les outils, sur les réseaux, le cloud également. On est vraiment été obligé de se mettre de prendre en compte la situation pour monter encore notre niveau. Juste une question pour une université de 35 000 étudiants, c'est combien de personnes l'équipe dédiée? Alors c'est la DSI, c'est quoi? C'est une direction du numérique. Oui. Alors je dirais au niveau de la pédagogie numérique, on n'est pas très très nombreux. On est 15 avec dont 5 vidéastes. Donc en fait on est une dizaine en appui sur la pédagogie numérique à l'université, ce qui n'est pas énorme. Hein, c'est vrai sur la techno et sur la techno. Et sur la techno, je pense qu'on a je dirais peut-être une cinquantaine, une soixantaine de personnes. Quand même, on n'est pas… Sur les services numériques aux usagers, et puis les réseaux, le calcul numérique. On a un data center, on a une deuxième tranche qui va débuter. Donc, au niveau des serveurs, on a ce qu'il faut. Franchement, on a investi énormément. Donc, là, on n'a pas beaucoup d'inquiétudes à ce niveau-là. Bon, Tawhid fait dialogue avec Camilla, on vous laisse, hein, d'accord. Stéphanie, on voit bien que maintenant, c'est des équipes de professionnels à qui vous avez à faire face. Je dis ça, je suis un peu provoquant, hein, pardonnez-moi, parce que je suis le dossier depuis très longtemps, et on voit bien que ceux qui ont à traiter ce sujet, ce sont plus des gens qui arrivent au numérique, mais qui sont, j'allais dire, digital native, en tout cas, des professionnels de ce sujet dans tous les établissements.
Oui. Alors, c'était déjà le cas il y a quelques années, mais en effet, les équipes se professionnalisent. Alors, les technologies, dans un sens, se simplifient et ont pour objectif d'être facilement utilisables par des non-technophiles. Mais c'est vrai que les équipes IT, elles deviennent de plus en plus expertes. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de formations en ce moment. Microsoft et d'autres experts du numérique mettent en place énormément de formations pour les accompagner et les aider dans cette transformation, parce qu'en effet, les équipes informatiques se transforment et les équipes ont la volonté de se former, et c'est un souhait de tous les acteurs. Taouid, alors après je poserai aux questions parce qu'évidemment ça fait réagir tout ce que vous dites, on s'envoie des compliments, mais on envoie aussi des questions. Taouid, quand on conçoit une nouvelle école from scratch, parce que vous êtes parti d'une feuille blanche, est-ce que finalement il y a deux colonnes pédagogie, vous l'avez dit, c'est le cœur de la machine, c'est la base. Est-ce qu'il y a une deuxième colonne avec tous les équipements techno qu'il faut prévoir? Parce que l'IA, c'est les data, donc c'est la collecte, le stockage, le traitement. Les caméras, pour suivre les cours, c'est des caméras, c'est des réseaux, comme l'a dit Alexandre tout à l'heure. Bref, est-ce que finalement, il faut cette ambivalence entre et le regard techno et le regard pédago? Absolument, c'est indispensable et il faut le penser dès le début, d'une façon globale. Parce que le problème de la technologie, si elle la construit par briques, à un moment ou à un autre, quand tout ce système-là ne communique pas, c'est vraiment très, très, très complexe à gérer. Et c'est tout ce qu'on voit dans des institutions qui ont évidemment plusieurs années, qui ont commencé à construire des différentes briques technologiques auxquelles ils essaient de rajouter, et ils passent finalement leur temps à essayer de les interconnecter ou à gérer des données qui ne communiquent pas et qu'on ne peut pas unifier. Or, la base de toute une volonté d'améliorer la pédagogie, de mettre de l'IA, c'est une base de données unifiée. Et on voit bien aujourd'hui l'Europe, son grand problème par rapport à la Chine et aux États-Unis, c'est qu'il n'y a pas de base de données unifiée. C'est un peu l'ambition d'ici 2030, mais c'est ce qui fait que l'IA est moins, en tout cas, présente en Europe qu'aux États-Unis ou en Chine. Donc, l'idée, c'est de penser le système d'information dès le début en tant qu'ensemble, au service de la pédagogie, au service de l'expérience apprenant, au service de l'organisation et des opérations, de la gestion des opérations. Il faut que tout puisse communiquer, de l'information de l'étudiant jusqu'à après sa diplomation. On a mis en place une garantie à vie du diplôme. Il faut qu'on puisse suivre la carrière du diplômé jusqu'au bout. Et tout ceci nécessite effectivement de s'approprier ces données. Quand on voit, nous, on a fait le choix, par exemple, sur notre plateforme MOOC. On a le choix d'aller le mettre sur une plateforme de type Coursera ou de créer notre propre plateforme. On le met sur Coursera, on n'est pas propriétaire de nos données. Donc, on aura des cours, on a une plateforme toute prête qui fonctionne, on a des millions d'abonnés qui nous permettent d'avoir une bonne promotion de nos MOOC, mais finalement, on ne peut pas voir pourquoi l'apprenant il a décroché, à quel moment il s'est inscrit, quel module. Et donc, du coup, on a investi, on a mis beaucoup d'argent, par exemple, d'avoir notre propre plateforme pour essayer d'être propriétaire de nos données, parce qu'on sait que d'ici 5 ans, quand l'IA sera démocratisée en termes d'usage dans l'enseignement supérieur, si on n'a pas les données, on passera à côté. Répondez à Benoît là, qui nous dit l'IA, pourquoi, pour en faire quoi? On l'a déjà dit, mais rappelez-le avec vos mots simples, pédagogue, pour expliquer. L'IA va permettre, par exemple, aujourd'hui, on peut se poser la question de se dire, je prends les cours de comptabilité ou de mathématiques. Les taux de décrochage sont de 20 à 30%. Quand on positionne le niveau assez haut, on perd 20-30% des jeunes. Quand on positionne le niveau assez bas, on va perdre ceux qui sont plus à l'aise avec ces matières-là. Et quand on le positionne au milieu, on perd 80% des étudiants. Et donc, l'idée, c'est de dire comment, dans ces cours-là, tout en ayant 1000 étudiants, on parle même de 35 000, 15 000 étudiants, comment on peut, sur des cours de maths, leur apporter une personnalisation de l'apprentissage. Et c'est là où l'IA apporte une valeur ajoutée assez extraordinaire. L'IA, elle est capable de dire, il y a 2000 étudiants, il y aura 2000 parcours différents, parce qu'on va avoir un point d'entrée unique. On va pouvoir effectivement commencer à répondre à un certain nombre d'exercices, avancer dans l'apprentissage, et l'IA va pouvoir, en fonction des taux de succès et d'échec, des expériences passées, des données qu'elle collecte au fur et à mesure des expériences des apprenants, adapter le parcours de chacun. Nous, on le met en place pour ce qu'on appelle Boarding for Identity. C'est-à-dire, on a décidé de proposer aux étudiants qui s'inscrivent chez nous de commencer par un programme avant même la rentrée. Et l'IA va permettre, en fonction de leur background, en fonction de leurs difficultés, en fonction des points forts sur lesquels ils peuvent, sur certaines matières, elle va leur proposer des parcours qui va les aider à embarquer au moment de la rentrée. Et l'IA, il suffit de regarder, il y a l'Arizona State University qui sont les plus avancés au monde sur l'application de l'IA dans la pédagogie, et c'est assez impressionnant. Et demain, ça va être ça, sauf que si on se rend compte demain alors qu'on n'a pas les données, ça ne fonctionnera pas.
Alors, Miguel, Alexandre, question pour vous et vous deux, d'Alexandra. La formation des enseignants est indispensable. Alexandre, vous commenterez ce qu'a dit Tawhid, évidemment, mais j'en profite pour lancer le débat parce qu'il y a beaucoup de questions qui arrivent. Plus de 102 inscrits, vous vous rendez compte comment on est passionnant. Estelle qui vient nous rejoindre de l'IMT. Bonjour Estelle. Alors, les profs, j'allais dire, c'est le point bloquant parfois, mais c'est aussi essentiel. Donc, comment vous les embarquez? Alors, je voulais dire juste en complément aussi de ce que disait Tawhid, hein, parce que sur l'intelligence artificielle, c'est que c'est aussi un outil pour les enseignants. On s'en est rendu compte parce que justement depuis 2018 qu'on fait toutes les expérimentations, on visait d'abord les étudiants, effectivement, comme l'a très bien expliqué Tawhid, mais on s'est rendu compte que c'est aussi une boucle de rétroaction extraordinaire pour les enseignants en fait, parce que ça leur permet de mesurer en temps réel l'efficacité entre guillemets, hein, de leur parcours pédagogique et de voir s'ils peuvent améliorer justement pour le bénéfice de l'étudiant leur façon ou leur séquencement de leur parcours pédagogique. Et donc, la plupart des enseignants, on leur a fourni des réponses, des résultats qui leur permettent vraiment de comparer, d'améliorer, de voir que tel pourcentage d'étudiants réussissent mieux s'ils voient tel sujet avant tel autre sujet, etc. Et ça n'a été rendu possible qu'à partir du moment où on a été capable de compiler toutes ces données et de les repasser dans nos moteurs d'intelligence artificielle. Donc, en fait, on se rend compte qu'on a un bénéfice pour les deux. Et quelqu'un posait justement comme question aussi sur les sujets de remédiation. Et justement, un des outputs de notre moteur d'intelligence artificielle, c'est de proposer des cours de remise à niveau justement sur nos plateformes de remédiation, parce que ça permet, en détectant que telle personne a des lacunes en mathématiques sur tel et tel sujet, de pouvoir lui fournir directement cette recommandation qui va pouvoir suivre en distanciel ou en mode e-learning, comme il le souhaite au moment qu'il le souhaite. Mais il n'a pas répondu à ma question sur les profs. Alors Miguel, hein? Oui, les enseignants, on travaille avec eux. Vous ne voulez pas vous faire d'ennemis, hein, c'est ça? Vous ne voulez pas en parler? C'est très important. Non, mais on travaille avec eux. Et autant, encore une fois, je reviens sur ce que je disais, la transposition a été terrible. C'est-à-dire, faire un cours à distance comme on le fait en présentiel, ça, c'est infernal, c'est des tunnels de cours, c'est fatigant. Par contre, transformer et profiter de cette occasion pour transformer son cours, sa pédagogie, son interaction avec les élèves, grâce au numérique ou sans numérique, mais enfin le numérique en tout cas aide, ça a été fondamental. Et vraiment, on a mis en place, notre équipe d'ingénieurs pédagogiques, ils sont une dizaine, ont mis en place des permanences justement pour accompagner. Alors ils en avaient déjà, mais maintenant elles ont un peu plus de succès encore qu'avant, bien entendu, pour accompagner les enseignants dans cette transformation. Et ils sont réellement demandeurs. Donc il faut travailler main dans la main avec eux, par contre, hein, parce que si on ne travaille pas main dans la main, ça ne marche pas, bien entendu. Hein. Mais de toute façon, c'est une courbe de gauche, j'imagine. Il y en a pas mal qui suivent, il y en a qui sont très en avant, early adopters, hein, comme diraient certains. Comme tout le monde, comme tout le monde. Donc c'est pour ça, il y en a qui ont démarré en 2018 avec nous, voilà. Et puis maintenant, il y a une grosse partie de la population. Alors peut-être que s'il n'y avait pas eu cette crise, bien entendu, ça aurait pris un peu plus de temps, mais au moins, nous sommes en train d'embarquer la très grande majorité des enseignants. C'est ça qui est extraordinaire. Alors avec Alexandre, d'abord, vous allez commenter ainsi comment vous avez embarqué tout le monde. Et puis de toute façon, vous êtes à la pointe. Et il y a notamment un domaine qui est à la pointe, c'est la pharmacie, la médecine, qui évidemment s'est mis à l'IA, en tout cas au digital, hein, parce que je me souviens du professeur Benamou qui avait lancé ses formations à distance pour l'Afrique avec le geste pour l'opération en médecine avec les universités numériques, c'était il y a longtemps. Et donc, bref, l'embarquement des enseignants et quelques exemples concrets, Alexandre, s'il vous plaît. Du coup, je vais répondre à la question de Madame Couston qui nous interroge sur la formation des enseignants qu'elle juge effectivement indispensable. Elle parle de charges quotidiennes à gérer. Alors malheureusement, à ce niveau-là, on est aussi on est contraint aux décisions gouvernementales sur la fermeture des universités, enfin en tout cas la fermeture des cours en présentiel. Alors maintenant, on attend vraiment le retour de nos étudiants en présentiel à hauteur de 20%. Et je pense que ça va permettre de réintroduire, à moins qu'on reconfine bientôt, je ne sais pas, ça va permettre de réintroduire un peu de souplesse
dans le fonctionnement de l'université avec de l'hybride, mais le retour des enseignants sur place. Parce que là, effectivement, moi, j'ai constaté vers la fin décembre quand même un ras-le-bol général de l'utilisation des outils numériques. Vraiment, tout le monde a besoin de revenir en présentiel. Donc, le retour à hauteur de 20%, je pense que c'est vraiment une bonne chose. On l'attendait avec impatience. Donc, la charge quotidienne, nous, on la gère autant que faire se peut, surtout en accompagnant au maximum les enseignants en fonction de leurs besoins de formation. Alors, je l'ai dit tout à l'heure, des petites formations très courtes ou alors des formations beaucoup plus longues pour ceux qui veulent aller beaucoup plus loin. On a effectivement tous les types d'apprenants à ce niveau-là. Les enseignants ont tous des niveaux différents et ils le reconnaissent et donc ils font les demandes de formation en fonction de ça. Quelle était ma question après? Sur les enseignants et oui, l'exemple de la médecine et de la pharmacie, parce que ça c'est quand même… Au niveau de l'Université de Bourgogne, alors au niveau de l'intelligence artificielle, on a surtout développé des bots, mais c'est pas le plus… Enfin, c'est intéressant, mais c'est pas le plus intéressant de mon point de vue parce qu'on travaille surtout sur la réalité augmentée et la réalité virtuelle. Alors, deux exemples très concrets. Un exemple, donc avec les casques HoloLens, on a un projet HoloGuide avec le dentaire. Donc là, c'est vraiment, on travaille avec des enseignants d'odontologie et puis des chirurgiens avec qui on met en place des protocoles d'utilisation du casque HoloLens, surtout avec des scénarisations. Voilà, on crée des scénarios qui vont nous permettre d'utiliser les casques dans le cadre d'opérations en dentaire. Donc, voilà. Donc, on développe ça de notre côté. Donc, c'est très simple. Enfin, c'est très simple. On a acquis du matériel qui nous permet, par exemple, des différents types de scanners qui nous permettent de scanner un visage humain, d'avoir des points de repère sur le visage ensuite au niveau du dentaire pour pouvoir faire des opérations virtuelles. Et donc, on a ce projet sur lequel on est depuis 1 an. Par contre, on a un autre projet qui est en pharmacie. Pharmacie des poudres, vous avez vu, hein, j'ai bien noté. Pour des étudiants de niveau PH5, donc 5e année de pharmacie. Alors, l'idée, elle est très simple. Il y a une salle, alors il y a très peu de salles de ce type-là en France, c'est ce qu'on appelle les salles de bonne pratique de fabrication. Donc, je crois qu'il y en a quelques-unes en France, donc il y en a une à Dijon. Et donc, on a des enseignants qui sont venus vers nous, qui nous ont dit on a des machines qui coûtent très, très cher. On a des étudiants à former et on voudrait développer également la formation des laboratoires. Donc, l'idée, ce serait de pouvoir développer un outil qui nous permettrait de mettre un casque et d'agir sur la machine, mais sans la toucher. Donc, en fait, on a enregistré d'un point de vue virtuel complètement les salles bonne pratique de fabrication. Et puis maintenant, on est en train de créer les scénarios pédagogiques qui vont nous permettre, qui vont permettre aux enseignants de mettre le casque avec leurs étudiants et de pouvoir faire des scénarios d'utilisation des diverses machines, simuler un incendie à tel endroit ou utiliser une machine qui est très coûteuse sans concrètement la toucher physiquement parlant. Donc là, il y a une économie sur la machine, bien sûr, et puis il y a une autre forme d'apprentissage. Bon, on voit bien, les exemples se développent, se multiplient. Stéphanie, alors moi, je retiens ma petite liste parce que je suis quand même un étudiant studieux. IA, on a coché la case. IoT, on l'a bien vu. Réalité mixte, Alexandre vient de le dire. Blockchain, ça sera surtout, je pense, pour les diplômes, pour la sécurisation d'un certain nombre de process. On y arrivera? Ah oui, alors c'est déjà le cas, mais il y a d'autres choses qui sont en cours et qui vont arriver. Par contre, je fais 2 commentaires par rapport à ce qu'on dit depuis tout à l'heure. C'est vrai que le numérique, c'est une solution pour l'enseignement à distance, mais il n'est pas pensé pour le distanciel. Le numérique, ce n'est pas la distance. Au contraire, on fait en sorte de fabriquer, de concevoir des technologies qui aident à la collaboration, qui aident à mieux travailler ensemble, qui aident à aider l'apprentissage, qui aident. Ce sont aussi des solutions inclusives quand on ne peut pas se rendre au campus ou pour un étudiant qui est dyslexique ou pour un étudiant qui ne parle pas le français et qui souhaite avoir sa propre langue sur son smartphone pour poursuivre le cours. Donc, l'objectif du numérique, c'est au contraire de créer de la proximité et de ne pas forcément créer de la distance, mais par contre, il comble la distance quand il y en a une. Et après, ma question, à quoi sert l'IA?
Donc on a deux beaux exemples avec Island City et l'université de Dauphine sur la personnalisation des parcours. C'est super. Il y a d'autres exemples aussi d'établissements qui réfléchissent à adapter les cursus par rapport aux métiers de demain et par rapport aux métiers qui vont être demandés dans les 6 prochains mois dans une région, dans la prochaine année, dans les 3 prochaines années, et qui construisent des plateformes qui vont leur permettre d'identifier aussi les mots-clés que mettent les recruteurs dans les annonces, d'identifier le type de formation pour adapter les programmes. Concrètement, ça pourrait se faire à la journée. Alors, il n'y a pas de cohérence à le faire à la journée, mais l'IA, ça peut-être pas le feu au lac en matière d'emploi. Hein, on parle d'emploi dans les 5 ans, donc à la journée, même si on parle de saisonniers. Taouid voulait réagir. Pardonnez-moi, Stéphanie, je vous coupe parce qu'il m'a fait un petit signe de la main sur tout ce qui a été dit. Taouid, on l'a perdu. Voilà. Il est connecté. Moi j'aimerais quand même revenir, Alexandre et Miguel, si vous êtes. Non, il est revenu. Oui, vous vouliez réagir, pardonnez-moi. Pour la blockchain, oui, parce que c'était ta question. Oui. Grâce à la blockchain, on a déposé un brevet sur un concept unique. Brevet européen, c'est la garantie à vie de mise à jour de diplôme. C'est-à-dire, nous, on dit notre promesse, c'est l'employabilité, c'est pas le diplôme. Donc, on garantit le diplôme. Donc, l'étudiant, il a une garantie à vie de son diplôme. Donc, du coup, le concept technique qui nous a permis de déposer un brevet sur le sujet, c'est qu'on a hébergé le diplôme dans la blockchain. Et à chaque fois que l'étudiant va revenir à l'école pour mettre à jour ses compétences, parce qu'il aura le droit, le diplômé, 10 ans après, de revenir, dit « Ok, j'ai une compétence que je ne maîtrise plus ou qui a évolué, donc je reviens suivre pour valider cette nouvelle compétence ou la mettre à jour. » Le diplôme sera mis à jour dans la blockchain. Diplôme obtenu sera mis à jour donc ça sera un diplôme qui bouge tout au long de la vie et qui est dans la blockchain. Dans la chaîne de valeur, messieurs, moi j'ai fait beaucoup de débats où on se rendait compte que finalement l'aspect gestion des comptes publics ou des comptes tout simplement me faisait remonter que au fond des tâches répétitives, des tâches un peu monotones, des tâches qui peuvent être mécanisées peuvent être appropriées par la technologie et du coup faire gagner en performance. Et c'est là où je veux en venir, c'est qu'au fond, Stéphanie le disait, c'est pas la distance le digital, c'est la performance aussi. Est-ce que dans vos institutions, vous avez eu cette réflexion finalement, non pas d'économiser de l'argent, mais de plus performant en termes d'organisation, Miguel? J'aime pas le mot performance, parce que Taouid l'a expliqué tout à l'heure, le problème, c'est pas de faire de la performance, c'est de faire du qualitatif. Donc, on n'est pas obligé, par exemple, de faire les photocopies de toutes les conventions de stage ou d'avoir des choses comme ça. C'est ce qu'on appelle la dématérialisation. On a, dans mon équipe, il y a un service dématérialisation, donc il faut bien entendu dématérialiser. Ça fait longtemps qu'on aurait pu le faire. Voilà, certaines institutions, dont la nôtre, ont encore du travail à faire pour aller à 100% de dématérialisation. Oui. Donc ça, oui, là, c'est de la performance et de la productivité au sens pur et simple. C'est ça dont je parlais. Mais sur le niveau de l'enseignement, de l'éducation, parler de performance, non, d'efficacité ou de qualité de l'apprentissage. Comment assurer qu'un étudiant, parce qu'encore une fois, c'est l'objectif, c'est que nos étudiants se forment le mieux possible, faire en sorte d'avoir le maximum de nos étudiants qui soient formés, de détecter ceux qui ont des problèmes et d'individualiser leur parcours pour les accompagner dans leur formation. C'est ça qui est fondamental. Donc, si on est performant dans cette recherche de l'individualisation et de l'accompagnement du parcours de l'étudiant, oui, ça c'est de la performance, parce qu'on est performant à les aider, à les accompagner pour se former et devenir les meilleurs, entre guillemets, dans leur domaine, et faire en sorte qu'ils aient embrassé l'ensemble des connaissances qu'ils doivent avoir, et tout ça, bien entendu, en bien-être par rapport à leur propre être humain. Donc, c'est ça qui est fondamental. La performance pour la performance, vraiment, il faut faire très attention. Mais c'est ce que je voulais dire. On est sur la même longueur d'onde et je sais que vous serez vigilants, vous et les équipes. Alexandre, même question pour vous. Est-ce que, pardonnez-moi, est-ce que ça rend peut-être les services transversaux et les supports plus efficaces et dédiés au cœur de métier plutôt? Oui, alors, oui, je reprends ce qu'a dit Miguel. Plus sur la qualité que la réelle performance, même si effectivement le passage au tout numérique du fait du Covid, on a eu aussi une impression de quantité, enfin l'impression de quantité de formation à assumer, etc.
Moi, je rejoins aussi sur la question de la qualité. Ce qu'on met en place sur la RA et la RV, pour moi, c'est du qualitatif avant d'être du quantitatif. Et développer ce type d'action, je pense que ça apporte un enseignement différent. Alors, je parlais tout à l'heure de préserver des machines qui ont un coût certain, mais c'est aussi pour les faire durer plus longtemps dans le temps et pour permettre aux enseignants de garder leur salle en état et puis d'avoir une pédagogie différente. Alors, je rebondis sur une des questions qui est posée par Madame Aigle sur la mise à disposition d'équipements numériques adaptés aux étudiants en situation de handicap. Alors, je voulais souligner que de notre côté, depuis plusieurs années, on a des actions qui sont vraiment tournées vers l'inclusion. Donc, Stéphanie sait de quoi je parle, hein, puisqu'on a travaillé beaucoup avec elle. On a des formations spécifiques sur le handicap, donc aux personnes en situation aux étudiants en situation de handicap, mais également à destination des enseignants qui vont devoir, qui ont du public en situation de handicap dans leurs enseignements. On a également la robotique de téléprésence qu'on a beaucoup déployée à l'université et qui permet à un étudiant qui est chez lui, qui ne peut pas se déplacer, de suivre un enseignement de manière très qualitative en étant physiquement présent dans les amphis. Donc ça, c'était effectivement avant le Covid, mais je pense que ça reviendra quand les cours seront à nouveau en présentiel pour la plupart. Et puis également la politique. Il ne faut pas oublier la politique de prêt ou de don matériel qui a été mise en place par les universités aux étudiants pour la 4G, les ordinateurs. J'ai mon bureau qui est plein d'ordinateurs que je prête aux étudiants qui ont candidaté au prêt numérique. Donc, c'est vraiment une révolution complète de tous nos usages et des appuis divers qu'on peut apporter aux enseignants, aux étudiants et en fait à la communauté universitaire dans sa globalité. Dites-moi une question toute bête. On parlait de chaîne de valeur. Alors, on a des exemples très concrets avec des universités parisiennes, un établissement indépendant et privé. Alexandre, qui représente une université, on peut dire, traditionnelle. Est-ce que le coût de la scolarité, alors à l'université, c'est entre 10 et 12 000 euros selon le niveau. Je ne sais pas, dans une école comme Taoui, la scolarité, ça doit être à peu près équivalent. Est-ce que le coût d'un étudiant évolue avec ces investissements massifs? Est-ce que ça change un peu l'approche budgétaire sur un étudiant? C'est plus difficile de répondre parce que moi, j'ai le prisme des étudiants qui font des demandes de matériel et qui ont besoin d'être accompagnés. Après, j'imagine qu'un étudiant qui n'a pas de matériel informatique, il a dû effectivement avoir un coût supplémentaire pour ceux qui ne pouvaient pas être aidés par leur université. Donc, je pense que le coût… Oui. Non, le coût pour l'étudiant, mais le coût pour l'établissement aussi. Pour l'établissement, la Covid a eu un coût énorme pour l'établissement. En dehors de toutes les questions très basiques de masques et de gel, on a également l'équipement informatique, l'équipement réseau, puisque effectivement on a des remontées de terrain pour déployer l'équipement réseau, l'équipement hybridation, c'est énorme. Il a fallu équiper, il y a le télétravail qui s'est surdéveloppé par rapport à ce qu'on avait fait depuis 2 ans. Donc là aussi, équipement du personnel en matériel informatique, c'est le coût de la Covid pour une université, et je pense pour tout type d'établissement, est vraiment très, très important. Je ne pense pas que Taouid ou Miguel aillent contre ce que je viens de dire. Alors, Taouid, il est en train d'ouvrir son établissement. Ma question, elle est aussi destinée pour lui. C'est vrai qu'on connaît les prix dans un établissement indépendant et privé. Est-ce que finalement, ce modèle hybride que vous mettez en place, avec beaucoup de présentiel et beaucoup de digital, finalement, est-ce que ça modifie l'approche budgétaire? C'est sûr qu'on ne peut pas tout faire. Il y a des arbitrages à faire, évidemment. C'est-à-dire, si on est un modèle orienté vers la recherche et les étoiles CNRS et le rapport prof permanent avec des contrats de 4 jours. Vous connaissez bien. Oui, et avec des fonds d'investissement qui demandent 40% d'EBITDA, c'est pas possible. Donc, à un moment ou à un autre, il faut un équilibre. Nous, on a choisi un modèle économique où il n'y a pas d'actionnaires derrière ou de fonds parce qu'on a réussi à engager avec nous des banques qui nous permettent d'avoir un coût du capital qui est beaucoup plus faible que dans certaines institutions. De l'autre côté aussi, on a fait le choix, parce que la recherche est très coûteuse aussi. On a dit, nous, on ne sera pas une institution qui produit beaucoup de recherche. On produira de la recherche, mais de la recherche à impact sur des sujets très ciblés. Mais notre production, elle va être sur la pédagogie. Et on a mis, alors que dans cette institution, le coût de la pédagogie va être à 30%, nous, il va être à 40-50%. Et c'est là où on a mis beaucoup plus de moyens, parce que c'est le modèle qu'on a choisi, c'est la stratégie qu'on a voulu mettre en place. C'est sûr qu'investir dans le digital,
dans la recherche, dans les campus, parce que les étudiants ne peuvent plus continuer à vivre des expériences dans des campus qui sont, voilà, qui ne correspondent plus aux normes et à l'expérience qu'ils attendent. Tout ceci en même temps, plus un coût du capital derrière, ça ne tient pas. Le modèle économique se fait être sur des frais de scolarité britanniques ou américaines à 40 000, 50 000 $. Donc, il y a des choix à faire et des arbitrages à faire, et c'est là où la stratégie va être assez importante. Qu'est-ce qu'on privilégie dans le modèle modèle éducatif qu'on souhaite mettre en place? On va vous suivre, hein, oui, ça a l'air intéressant tout ce que vous mettez en place, parce que c'est nouveau, hein, à ma connaissance. Hein. Je ne pense pas avoir vu… alors, je ne fais pas la promo d'Ivan City particulièrement, mais en tout cas, moi, je n'ai jamais vu d'établissement qui fonctionne sur ce concept. Miguel, pareil, alors vous êtes aussi très vigilant, parce que la sécurité dans les universités, d'ailleurs, dans tous les établissements publics, privés, indépendants, associatifs, on revient toujours au même sujet. Hein. Bien entendu, non, de toute façon, bien entendu, il y a eu un investissement important, mais encore une fois, il était déjà de toute façon en marche. Cette année, bien entendu, il y a eu un investissement supplémentaire. Il y a eu aussi quand même quelques réductions de coûts par ailleurs. Mais ce qui est important, c'est de trouver le bon équilibre. De toute façon, il y a obligation à investir. Encore une fois, si on veut anticiper, il y a obligation à investir. Le monde se transforme, la compétition est rude entre tous les établissements d'éducation au niveau mondial, quand on est en plus positionné sur une compétition mondiale. Donc, il faut investir, parce que pour attirer les meilleurs étudiants chez nous, il faut bien entendu leur offrir aussi bien la qualité pédagogique que la qualité de l'équipement, que la qualité du campus, que l'ensemble de ce domaine-là. Donc, c'est important d'avoir des partenariats, pourquoi pas industriels, financiers, d'être accompagné dans l'ensemble de ces démarches pour avoir effectivement les moyens nécessaires. Et de toute façon, à tout moment, on arbitre. Mais c'est effectivement un investissement qu'il faut faire. Nous ne sommes pas au bout des transformations. Je pense qu'il y en a beaucoup à venir encore dans notre domaine, dans notre secteur. Donc, il faut continuer à investir. Quoi qu'il en coûte. Quoi qu'il en coûte, je ne sais pas, mais en tout cas, il n'y a pas trop le choix, en tout cas. Donc, il faut le faire si on veut garder non seulement nos rangs, entre guillemets, et en tout cas, pouvoir offrir le meilleur à nos étudiants, encore une fois. Alexandre, vous avez l'impression d'être arrivé au niveau satisfaisant dans votre université? Non, satisfaisant, non, parce qu'on a encore beaucoup d'investissements à réaliser. Je pense que ce qui me satisfait, c'est qu'on n'ait plus du jour au lendemain faire une bascule vers le tout distanciel, puisque c'était ce qui était demandé du fait de la fermeture des universités. Après, on n'est pas dans le monde des bisounours et je me rends compte aussi au quotidien des investissements, comme le dit Miguel, qui sont encore à réaliser. C'est de tout type, hein. C'est le matériel pour les étudiants, c'est l'hybridation des enseignements avec l'équipement de salle. Donc, on avait une question au tout début de séance sur l'équipement des salles. Nous, ce qu'on a fait à l'université, c'est très simple sur l'équipement des salles. On a consulté tous nos UFR, on a déterminé quelle salle devait être équipée en priorité. On est parti sur l'équipement de salle modèle 1, 2, 3 selon la taille, avec équipement audio-vidéo, des micros additionnels, des barres de captation. Voilà, on a eu un choix de devis strict et on s'en est tenu à ça pour équiper nos salles. Et donc, c'est ce qu'on continue à faire sur l'hybridation. Donc, non, je suis satisfait en partie, mais je ne suis pas aveugle et je sais qu'il y a encore beaucoup de travail à faire, autant dans la formation des étudiants, des enseignants, que l'accompagnement, que l'hybridation, etc. Donc, Stéphanie avait fait la liste des courses pour commencer. Stéphanie, quels sont les chemins de progrès alors? Sur quoi on doit progresser? En plus, vous avez une vision transversale puisque vous voyez tout type d'établissement. J'ai presque envie de dire tout niveau d'établissement puisque Microsoft va aussi sur le scolaire, hein, on va dire les kids under 12, c'est ça, c'est les kids. Donc, vous avez vraiment un regard panoramique. Où est-ce qu'on doit progresser? Parce que je pense que dans les autres pays, on progresse vite en plus. Ça va très vite dans les pays anglo-saxons, ça va vite en Europe. La France n'est pas en retard, et ce que disait Alexandre tout à l'heure est vrai. On a rattrapé 2 ans à cause, en tout cas pendant la crise de Covid, on a rattrapé 2 ans. Il y a une bonne dynamique. En effet, des investissements numériques, ça doit être réfléchi, ça a un coût, ça doit s'inscrire dans une stratégie, mais derrière,
il y a un intérêt, il y a une rentabilité, il y a une meilleure réussite pour les étudiants et donc des performances qui sont là. Les prochaines étapes, ce sont ce que disait Tawhid tout à l'heure et les projets sur lesquels les 3 écoles là sont lancées, c'est des projets d'intelligence artificielle, d'utiliser la donnée au service d'une meilleure analyse des performances des étudiants, d'un meilleur service aux étudiants, d'un meilleur service aux enseignants, pour créer de nouvelles valeurs. Donc en fait, je pense que à court terme, hein, c'est pas à long terme, mais la data est très important, le sujet de la data est très important, et le sujet des compétences numériques. On en revient à la session de demain. Mais ne déflorez pas tout, Stéphanie, il faut que les gens se connectent. Messieurs, madame, on arrive pas loin de la fin. Une question, parce que c'est qui? C'est Miguel qui l'a dit, on travaille quand même pour des clients, hein, pour des étudiants. Ils attendent quoi de vous, Tawhid? Ils attendent de retrouver une expérience apprenant qui est en phase avec leur temps. Moi, je ne me posais pas la question quand j'étais à Dauphine. Je rentrais dans un amphi, on était 250 et les cours étaient déterminés. J'avais aucun choix et je ne me posais pas la question et j'apprenais. Et eux, ils se posent la question sur le sens des choses. Ils se posent la question sur l'environnement de travail qu'on leur offre. Ils sont connectés, ils ont des conditions bien particulières qu'ils veulent retrouver dans leurs écoles où ils vont passer 10 à 12 heures par jour et 5 jours par semaine pendant 5 ans. Ils se posent la question sur comment ceci va leur permettre d'avoir une meilleure employabilité dans l'avenir. Donc, il faut qu'on soit en capacité de répondre à cette évolution de mentalité à une génération Y, K qui va arriver, qui est complètement différente et qui a des attentes différentes, notamment en matière d'expérience apprenant. Quand on leur dit qu'on produit de la recherche de haut niveau, etc., ils se disent en quoi cela va nourrir la pédagogie. Moi, j'ai fait le test dans un certain nombre d'institutions en regardant dans les syllabes de prof combien la recherche académique produite par l'institution elle-même est citée dans les syllabes de prof. C'est hallucinant. C'est-à-dire, on est proche de zéro. On produit la recherche d'un côté, et puis la pédagogie, elle est de l'autre côté. C'est l'étudiant qui finance la recherche quand même. Donc, il faut à un moment ou à un autre qu'on se pose le sens de tout ceci et qu'on se dise en quoi, effectivement, cette expérience apprenant, cet étudiant-là peut bénéficier de l'ensemble des investissements avec une logique d'équilibre entre ce que déterminent les accréditations et les classements et ce que demande l'étudiant, qui est in fine notre finalité première et notre objectif premier. Oui, et en plus, il veut retrouver, quand vous parlez d'expérience, en fait, il veut retrouver ce confort de la maison où il apprenait sur son téléphone, il regardait Netflix, il pouvait se connecter sur son jeu préféré et chatter ou twitcher ou TikToker, je sais pas. C'est ça aussi, non? Écoutez, l'étudiant, il va à Starbucks et pas à Costa, et pourtant la qualité de café, elle est largement meilleure chez Costa que Starbucks, parce que l'environnement qu'on lui offre est meilleur, parce que l'expérience qu'il va vivre en mettant son nom, en ayant les espaces de travail, c'est pour ça qu'il y va. Et aujourd'hui, on est une industrie de l'expérience apprenant et pas des contenus. Les contenus sont un peu partout, on les a. L'étudiant vient chercher une expérience, et cette expérience, c'est un mix entre le présentiel et aussi le digital qui vient augmenter cette expérience apprenant et pas la remplacer encore une fois. Si on est capable de répondre à ça, on aura tout réussi. Alexandre, sur quoi s'appuie-t-on pour affirmer ce qu'attend l'étudiant? Ont-ils été consultés? Bah oui, ils ont été consultés, j'imagine. Oui. Ça me permet de rebondir. À l'université, il y a une semaine, on a fait une petite expérience pour savoir ce qu'attendaient réellement les étudiants sur le retour en présentiel ou pas. On a lancé un sondage minute aux étudiants, leur posant une simple question. Souhaitez-vous un retour en présentiel de vos enseignements? Et alors, on a 35 000 étudiants à l'université. On a lancé le jeudi matin le sondage. On a eu 17 000 réponses. 17 000 Bravo. Le lendemain midi, on avait 17 000 réponses et ça a été envoyé sur leur messagerie électronique étudiante. Donc, ça nous a permis aussi de nous rendre compte que quand ils voulaient vraiment consulter la messagerie, ils le faisaient. Et donc, 17 000 réponses, 51-49. En pourcentage, 51, je veux rester chez moi, 49, je veux revenir. Mais attention, avec un bémol, parce que je m'en rends compte au quotidien dans les échanges avec les étudiants, le bémol, c'est que ceux qui veulent rester chez eux, c'est aussi souvent forcé. C'est parce qu'ils avaient des appartements qu'ils ont rendus du fait de la fermeture de l'université. Enfin, pas de la fermeture de l'université parce que l'université elle est ouverte, mais l'accès aux enseignements est à distance. Donc, beaucoup ont rendu leurs appartements, sont rentrés chez leurs parents et ne vont pas reprendre l'appartement d'ici le mois de juin, bien évidemment.
Donc, pour cela, pour l'année universitaire, ils la considèrent comme perdue du point de vue du présentiel et ne reviendront pas sur place probablement. Voilà. Donc, c'est juste pour rebondir sur la question qui est, enfin, sur quoi s'appuie-t-on pour affirmer ce qu'attend l'étudiant. Déjà, l'étudiant, je pense que, effectivement, je pense que pour ceux qui le peuvent, il y a un retour, il y a une attente du retour du présentiel qui est importante. Même si les outils sont déployés au niveau numérique pour les plateformes collaboratives et que ça continuera à fonctionner, il y a une attente forte à ce niveau-là, je pense. De toute façon, de dire, alors, sans vouloir faire le messie, hein, mais que dire que les étudiants ils veulent une expérience avec plus de digital, c'est déjà au moins une chose sur laquelle on peut être d'accord, non? En fait, tous, Miguel. Oui, ça me paraît. Oui. Enfin, de toute façon, vraiment très court terme, là, ce qu'ils veulent, c'est entendre correctement l'enseignant quand il parle et quand ils sont à distance, bien entendu, et voir quand il écrit au tableau correctement. Déjà, ça, c'est le très court terme. Puis, bien entendu, ceux qui veulent venir en présentiel. Mais non, mais de toute façon, ce qu'ils veulent, c'est, je pense que il faut vraiment penser client comme vous avez dit Gilbert à un moment donné, entre guillemets. Enfin, j'aime pas ce mot. Oui, bien sûr. C'est l'étudiant. Il faut vraiment penser à lui, quoi. C'est lui. Donc, il faut lui offrir l'expérience d'excellence qu'il mérite pour pouvoir voilà, suivre son parcours. Donc, c'est pour ça qu'il faut investir dans tout ce que l'on peut, en tout cas, pour améliorer notre excellence à nous, pour lui permettre à lui de suivre son parcours d'apprentissage le mieux possible. Stéphanie, alors, l'étudiant, il est quand même au cœur chez Microsoft. Vous l'oubliez pas. Et d'ailleurs, nous aussi, quand on travaille sur nos technologies, nos produits, on interroge les équipes pédagogiques des étudiants et on prend en compte ce retour. Bien entendu, c'est l'utilisateur final et c'est lui que l'on souhaite faire réussir. Je trouve qu'il y a une question aussi qui est très intéressante dans le chat sur l'inclusion sociale qui mériterait un long moment d'échange. J'ai constaté en tant que société numérique que les établissements d'enseignement supérieur français se sont beaucoup posé la question de comment aider à cette inclusion sociale en phase de distanciel complet. Et je sais qu'il y a beaucoup d'établissements qui ont mis en place avec nous et même avec d'autres entreprises des solutions que l'on ait un étudiant qui ait un PC de très bas de gamme ou d'autres des PC de beaucoup plus onéreux. Il y a des établissements qui ont fait en sorte de fournir des technologies qui permettaient de mettre toute la puissance de la technologie dans le cloud avec des programmes de 3D. Tous les programmes étaient dans le cloud, ce qui permet à n'importe quel étudiant de traiter son TP, de pouvoir travailler, même s'il a du matériel à la maison qui est très, très peu performant. Et il y a beaucoup d'établissements qui ont fait ce travail-là ces derniers mois pour en effet aider à l'inclusion sociale, et il y a plein d'autres choses derrière, avec plaisir pour en parler. Allez, c'est la fin de notre… Oui, ça se passe bien? Parce qu'en fait, vous êtes une jeune école, hein, on peut le rappeler quand même. Bien sûr, absolument. Non, ça se passe très très bien, tous les signaux sont ouverts et on a un accueil et des appuis qui sont assez intéressants. On sait qu'on est en avance, que aussi on essaie de promouvoir l'école, mais aussi les métiers de l'intelligence artificielle, de la data, qui sont des nouveaux métiers, même s'il y a déjà une tension et une demande très forte. Mais on est très très content de cette expérience qui nous permet un peu de se faire plaisir aussi, parce que c'est ça l'objectif, et de penser beaucoup expérience apprenant, penser ces nouvelles générations. Les nouvelles générations, moi je vous invite à lire le livre de la génération K, qui est assez extrêmement intéressant, parce que c'est ceux qu'on va voir, hein, c'est plus Y, et génération K, c'est pas la technologie, c'est pas le digital, hein, c'est l'expérientiel, c'est la socialisation qui l'intéresse. Mais K pourquoi alors? Katynès, K pour Katynès, la héroïne de Hunger Games. C'est la prochaine. Ah d'accord, je suis largué complètement, c'est ce que vous êtes en train de me dire. Merci. Hein. Donc, c'est pas le digital, contrairement à Y, c'est l'expérientiel et la socialisation. Donc, il faut qu'on fasse attention et que ce digital puisse être au service de l'expérientiel et de la socialisation. Sinon, on passera à côté de la génération K. Génération K, ben, j'ai appris quelque chose. Miguel, Alexandre, est-ce que vous êtes angoissé là, de voir les hordes d'étudiants revenir et pousser les portes, ou vous êtes plutôt enthousiaste? Enthousiaste en tout cas, et on s'est préparé à fond, on n'arrête pas de bosser depuis des semaines pour que ce soit possible, donc non, plutôt enthousiaste qu'ils reviennent. Ouais. Alexandre? Pareil, très content pour eux, surtout même si c'est à hauteur de 20% de leur temps d'enseignement, vraiment très content pour eux, parce que d'avoir un fils en première année à l'université, je peux vous dire qu'il a hâte de revenir sur place également.
Ah oui, moi aussi, le mien est en première année, je peux vous dire que c'est pénible. Pour tout le monde, Voilà. pour tout le monde. Oui, je veux dire ça. Une petite question pour finir, allez, on va la poser à Stéphanie parce que c'est techno. Est-ce qu'on peut obliger les étudiants à montrer leur visage en visio? Bah, vous pouvez, de toute façon, il suffit de brancher la cam, mais bon. Et des examens en ligne, est-ce qu'il y a des logiciels performants? Oui, il y a des logiciels performants et après, obliger les étudiants, c'est plus une question juridique. Après, c'est une question aussi d'éthique ou de façon dont l'établissement a envie de dispenser l'enseignement. Mais après, vraiment forcer, c'est plutôt une question juridique. Je n'ai pas la réponse maintenant. Par contre, je vais la noter. Je pourrais vous la donner après si vous voulez. Alexandre et Miguel, vous avez répondu à la question, vous Alors, Juridiquement, je ne pense pas qu'on ait le droit de les forcer. Moi, ce que je fais quand je donne des cours, je donne quelques cours, je leur demande au moins de mettre leur visage, leur caméra, quand ils posent une question, à minima. Ok. Ok, maintenant, je cite aussi le message d'Estelle Assaf de l'IMT Business School qui rappelle aussi que la qualité de la recherche est importante. C'est pas ce que voulait dire Taouid, évidemment, mais simplement, il faut aussi s'engager sur des champs qu'il est possible de pousser à fond dans l'excellence et la qualité maximum. C'est ce que voulait dire Taouid, j'en suis sûr. Taouid que je connais depuis longtemps, donc je lis dans sa tête. Merci beaucoup à tous. Et Miguel, longue vie à Dauphine, hein, une université qu'on aime bien, Taouid, hein, si je ne sors rien. Alexandre, longue vie à l'université de Bourgogne, aussi une belle université qui grandit. Taouid, bon vent et bonne chance à Event City. On ira vous voir, hein, vous êtes dans les anciens locaux de Normal Sup, si j'ai bonne mémoire. Absolument. C'est chic déjà, hein. Déjà. Mais vous avez bien vu, vous faites le lien entre l'ancien monde, Normal Sup, et le monde de demain. Voilà. Stéphanie, un petit mot pour conclure cet atelier qu'on a fait en partenariat. C'était intéressant hein, quand même. Merci pour cet échange, c'était très intéressant et avec plaisir pour le continuer ensuite en discussion one-one. En one-to-one, voire en face-à-face. C'est ce qu'on veut tous. Hein. Oui. À bientôt. Une très bonne fin de journée. Merci beaucoup. Merci à tous. Au revoir. D'accord. Au revoir.